Manuel Valls, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité exceptionnel ce matin avec une actualité très chargée dans votre domaine. Un mot d'abord sur l'arrestation du suspect dans le cadre de l'agression du militaire à la Défense samedi dernier. Vous disiez hier disposer de pistes sérieuses. C'est ces pistes-là qui ont été prolifiques, qui ont été récompensées. Oui, grâce au travail de la police judiciaire de Paris, sa section antiterroriste, du laboratoire de la police technique et scientifique. On a trouvé des éléments sur place que le laboratoire a pu exploiter. Oui, bien sûr, je ne peux pas vous donner trop d'éléments. L'enquête est évidemment sous la responsabilité du parquet antiterroriste de Paris. Mais évidemment, ces éléments recueillis samedi à la Défense, à Nanterre, sur place, ont permis aux policiers de remonter progressivement sur cette piste. On parle de son passe Navigo, il aurait été tracé. Il y a eu en tout cas la vidéoprotection, la vidéosurveillance de la RATP, un certain nombre d'éléments, de l'ADN qui ont conduit à cette piste ce matin et à cette interpellation heureuse parce que d'abord il y a eu cette agression inqualifiable à l'égard de ce soldat, et puis forcément un certain nombre d'interrogations, puisqu'on ne savait pas s'il pouvait récidiver, s'il pouvait de nouveau frapper. Il est présumé innocent, bien sûr, mais vous n'avez pas l'air d'avoir beaucoup de doutes, c'est bien lui. Non, mais il faut maintenant en savoir plus sur ses motivations, sur son parcours, sur son environnement familial, social, donc je reste prudent à ce stade, c'est à l'enquête de le dire. Islamiste radical, nous dit-on, était-il fiché, était-il surveillé, était-il connu comme islamiste radical? Il était connu, on ne peut pas parler d'islamisme radical, mais Christophe Barbier, je reste extrêmement prudent, je ne peux pas faire le travail d'enquête à la place du procureur, à la place des enquêteurs eux-mêmes. Attendons. Ce dont il faut se féliciter, c'est son arrestation. Et maintenant, on va en savoir plus, je l'espère, très vite. C'est une enquête pour terrorisme qui est ouverte. Est-ce que c'est pas abusif? Ça pouvait être un déséquilibré, ça peut être un acte isolé. Est-ce qu'on n'a pas voulu encadrer trop durement l'affaire? Je crois que nous avons intérêt à encadrer ces affaires très rapidement, dès qu'il y a des soupçons, des présomptions qui peuvent amener à ce type de piste. Et puis, vous le savez, il y avait aussi les événements terribles de Londres, avec ces images qui ont choqué. Donc, il fallait prendre toutes les précautions nécessaires. On a des éléments laissant penser qu'il peut y avoir des dizaines, des centaines d'individus comme ça, prêts à être activés pour un geste unique un peu désespéré. Je l'ai déjà dit il y a quelques mois, il y a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de méras potentiels dans notre pays. Il y a un terreau. Il y a cet ennemi intérieur que j'ai qualifié au moment de la discussion, l'adoption de la loi anti-terroriste. Ça ne veut pas dire qu'ils passent tous à l'acte, mais il y a là, oui, ces jeunes, souvent, qui ont eu déjà affaire à la justice pour des faits de délinquance, de drogue, qui se radicalisent, soit sur Internet, soit au contact d'un imam radical, soit en prison. Ce sont parfois des convertis et qui peuvent passer à l'acte. Nous l'avons vu, c'est vrai en France, c'est vrai en Grande-Bretagne, c'est vrai en Belgique, donc il faut être extrêmement attentif et c'est le travail de prévention, notamment de la Direction centrale du renseignement intérieur, qui permet déjà depuis plusieurs mois d'arrêter des individus, de démanteler des groupes et des filières. Nous l'avons vu avec ce groupe de Torcy qui avait agi à Sarcelles avec l'intention de tuer le 19 septembre dernier. Les militaires qui patrouillent pour Vigipirate s'inquiètent. Est-ce que vous allez changer le mode opératoire de ces patrouilles? Nous sommes en train de regarder ce dossier avec Jean-Yves Le Drian. Ce sont des militaires, des soldats aguerris et qui doivent évidemment être sur leur garde. Ils le savent et je veux rendre hommage à ces 800 militaires sous la responsabilité de Jean-Yves Le Drian qui font un travail utile pour nos compatriotes. Vous évoquiez l'affaire Mera, 6 nouvelles interpellations hier. Que cherchez-vous? À mieux connaître son environnement. Ça veut dire que ces enquêtes sont longues, et je veux le dire à travers iTélé à nos concitoyens qui nous regardent. Il faut du temps pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre son itinéraire, ses éventuelles complicités, ceux qui ont éventuellement payé, financé ses déplacements au Pakistan et en Afghanistan. En tout cas, cela veut bien dire qu'il ne s'agit pas d'un loup solitaire. Il ne s'est pas auto-radicalisé tout seul. Ça veut dire qu'il y avait un environnement, là aussi, social, familial. Il a accompli des déplacements en Afghanistan, au Pakistan. Il s'est sans doute entraîné au maniement des armes. Et c'est cela que nous voulons comprendre. Les djihadistes qui reviennent de Syrie, par exemple, vous en dénombrez une trentaine, ne devraient-ils pas être systématiquement arrêtés dans le cadre de la nouvelle loi sur le tourisme terroriste? Mais un certain nombre sont évidemment suivis de très près par la Direction centrale du renseignement intérieur. Il faut un cadre juridique. Le seul fait d'être allé combattre en Syrie, n'est-ce pas un cadre juridique? Ça peut être un élément. Et je vous rappelle que la loi antiterroriste qui a été adoptée, je vous le disais, a intégré le fait que l'on pouvait poursuivre, incriminer des individus qui n'ont pas commis d'actes terroristes en France, mais qui en commettraient
à l'extérieur. C'est ça qui doit permettre aux magistrats d'incriminer et donc d'interpeller et de poursuivre ces individus. Je ne vous cache pas évidemment mon inquiétude sur ce sujet-là. Dans quelques jours, nous nous réunissons les ministres de l'Intérieur des pays concernés par ce phénomène. C'est vrai pour la Grande-Bretagne, c'est vrai pour les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. À l'initiative de ma collègue belge Joëlle Milquet, nous avons pris cette initiative parce que ce sont plusieurs centaines d'Européens, c'est vrai aussi pour le Maghreb, mais plusieurs centaines d'Européens qui vont combattre en Syrie et parfois dans des groupes qui sont clairement affiliés à Al-Qaïda. L'autre succès de la police cette nuit, c'est l'arrestation de Redouane Faïd à Ponto Combo. A-t-il été donné par un complice, par le milieu qui l'a balancé? Je ne crois pas. En tout cas, d'abord, vous avez raison de parler de succès de la police. C'est vrai sur ces deux affaires et je veux saluer le travail tout à fait exceptionnel de la police française. Et vous n'en avez pas eu beaucoup, on vous mettait en cause pour un discours ferme mais pas beaucoup de résultats. Il y a beaucoup de résultats, à la fois en matière de lutte contre la délinquance dans les zones de sécurité prioritaire, mais aussi dans la lutte contre le terrorisme. Je l'évoquais il y a un instant. Et moi, je veux saluer d'abord ce travail de la police, de la gendarmerie, en très étroite collaboration avec la justice. Là, il s'agit d'une enquête très minutieuse, comme la police judiciaire de notre pays sait le mener. Aussi en lien avec les polices européennes. Et puis je veux saluer aussi le travail des brigades d'intervention, des brigades qui sont capables d'intervenir dans des conditions extrêmement difficiles, comme c'était le cas cette nuit, puisqu'il s'agissait d'un individu dangereux et qu'il avait un complice dans cet hôtel de Ponto Combo. Était-il caché à Ponto Combo depuis son évasion ou a-t-il circulé en France ou à l'étranger? Je n'ai pas encore tous les éléments, mais à l'évidence, il a beaucoup circulé depuis 6 semaines, mais en 6 semaines, il a été arrêté. Maintenant, je veux qu'il réponde, bien évidemment, de tous ses actes. Vous savez, il y a quelques jours, j'étais à l'hommage à Villiers-sur-Marne, rendu à Aurélie Fouquet, cette policière municipale qui a été tuée dans une opération sans doute préparée, je reste prudent, par Redouane Faïd. Et je m'étais engagé auprès de son compagnon, auprès de ses parents, auprès de sa famille, pour que le plus vite possible, nous puissions remettre cet individu derrière les barreaux. Était-il revenu en Ile-de-France pour préparer un casse, un hold-up? On peut l'imaginer, mais là aussi, nous aurons davantage d'informations dans les jours qui viennent. Y a-t-il d'autres arrestations en cours, d'autres complices qui sont suivis? Il y aura de toute façon une enquête minutieuse. Vous savez, quand quelqu'un part en cavale ainsi, la preuve, il avait déjà un complice avec lui, c'est qu'il a bénéficié d'un certain nombre d'aides, de complicité, à la fois pour s'évader et pour pouvoir mener cette cavale en France ou en Europe. Y a-t-il eu des complicités à l'intérieur de la prison pour préparer son évasion? L'enquête devra le démontrer, mais j'entendais ce matin sur des radios aussi le soulagement de ceux qui travaillaient dans cette prison, ces gardiens de la pénitentiaire, à qui je veux rendre hommage parce que je sais qu'ils ont été profondément choqués. Croyez-moi, Christiane Taubira va prendre toutes les mesures pour que cela ne se reproduise plus. Toutes les mesures, ça veut dire rétablir de la très haute sécurité pour ces individus? En tout cas, il faut de la très haute sécurité sur ce type d'individus, parce qu'il n'est pas acceptable que cette personne ait pu s'échapper ainsi, même si c'est déjà arrivé par le passé. Nous connaissons la détermination de ce type d'individus qui n'ont rien à perdre. Il a été un repenti célèbre et très médiatique. Est-ce que la justice n'a pas été naïve à son égard? Je pensais que vous alliez dire, est-ce que les médias n'ont pas été naïfs à son égard? Sans doute, peut-être, mais pas pour ce qui concerne la justice, parce que là aussi, elle doit incriminer sur des faits précis. Selon certains gardiens de prison, selon certains syndicats, le fait que le tout répressif ait été abandonné, notamment par la garde des Sceaux dans son discours, aurait pu donner aux délinquants l'impression que maintenant on peut passer à l'acte en étant moins sûr d'être attrapé et d'aller en prison. Est-ce que c'est vrai? À l'évidence, ça n'est pas vrai pour ce qui concerne Redouane Faïd. Il n'y a aucune loi pénitentiaire qui a changé depuis un an. Il y a une ambiance, il y a un discours. Sur le terrain, les délinquants se disent c'est quand même plus tranquille que du temps de Sarkozy. C'est un drôle de discours. Vous pensez que les délinquants agissent par rapport à ce type de discours? Hier encore, on évoquait la surpopulation dans les prisons, le fait qu'il n'y avait jamais eu par ailleurs autant de détenus. Croyez-moi, la garde des Sceaux et moi-même partageons la même vision, le même discours, la même politique. Il ne peut pas y avoir d'impunité pour ceux qui bravent la loi. Là encore, un dernier évadé, Saïd Arif, un islamiste surveillé qui est en cavale. Avez-vous des pistes? Il y a évidemment en tout cas une recherche, là aussi au niveau international, pour remettre la main sur cet individu qui avait purgé sa peine, qui était sous le coup d'une expulsion. Mais là aussi, le droit européen fait qu'aucun pays ne voulait l'accueillir. En général, quand je suis devant vous, devant un journaliste sur ces questions-là, je reste discret sur les pistes.
Autre actualité qui vous concerne aussi, le premier mariage homosexuel ce matin, ce n'est pas à Évry, c'est à Montpellier. 180 policiers et gendarmes mobilisés selon le Parisien. Est-ce que vous confirmez ce chiffre? Est-ce que c'est pas beaucoup pour un événement privé? Oui, mais ce premier mariage n'a pas qu'un caractère privé à l'évidence. C'est le premier mariage, c'est l'application de cette loi qui a été votée par plus discret, ça a été ostentatoire de... Ils ne l'ont pas voulu, ils l'avaient annoncé. Oui, mais c'est aussi une manière de dire que ça y est, une page est tournée et que cette loi rentre dans les faits, participe de cette évolution de la société. C'est un acte. Vous savez, au fond, mettre en scène l'amour, personne ne peut s'en plaindre. Oui, mais le contribuable paye les policiers pour sécuriser cet événement. Pourquoi il le sécurise? C'est parce qu'il y a des menaces. Et donc, cette nuit, des veilleurs devant la mairie, est-ce que c'est une vraie menace? Parce qu'il y a eu des menaces. Vous savez, quand des parlementaires de la majorité ou de l'opposition qui avaient soutenu ce texte ont été menacés, y compris les animateurs du mouvement contre le mariage pour tous, parce qu'ils prenaient l'union civile, ont été eux-mêmes menacés de mort. Ils sont aujourd'hui protégés par les services de la police. Moi, je préfère être prudent. Je ne doute pas que progressivement, eh bien, ces mariages entre des hommes et des femmes, ça sera le cas aussi à Évry, rentreront dans les faits et ne nécessiteront pas de moyens de police. Mais moi, je suis là pour assurer la protection des Français, de tous les Français. Interdirez-vous ou non le Printemps français ou autre groupuscule identitaire? Mais je crois qu'il faut en tout cas s'interroger sur le rôle, le discours de haine de tous ces groupuscules. La loi, là aussi, ne permet pas toutes les décisions. Il faut sans doute incriminer davantage par la loi le discours et les actes homophobes. Nous y travaillons avec la garde des Sceaux et avec Najat Vallaud-Belkacem, qui est en charge de la lutte aussi contre les discriminations. J'aurai l'occasion de vous répondre plus précisément sur ce sujet-là. Mais il n'y a pas de place dans la République pour ces discours qui nous ramènent, là encore, à des sombres époques de notre pays. Donc, il faut être intraitable à l'égard de ceux qui non seulement défient les lois de la République, mais qui tout simplement s'en prennent à nos valeurs. Et est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, être dans l'indulgence, voire une forme d'amnistie envers les manifestants? 200 € d'amende avec sursis pour un manifestant anti-mariage condamné hier. Est-ce qu'il ne faut pas passer l'éponge en disant, voilà, le débat est derrière nous? Mais je ne peux pas passer l'éponge à l'égard de ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Vous savez, je ne suis pas très favorable aux amnisties en général, quels qu'ils soient, ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, ceux qui agissent avec violence. Et il n'y a pas deux poids, deux mesures entre ceux du Trocadéro pour le PSG et ceux de la Manif pour tous? Non, je crois que la justice s'applique de la manière la plus claire et la plus nette. Moi, je suis cohérent dans mon discours à chaque fois, dans les actes. La justice l'est bien évidemment aussi. Ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui dégradent des biens publics, doivent être sanctionnés. Manuel Valls, merci. Vous restez avec nous pour le journal de 8h30 et on se retrouve tout à l'heure pour commenter le ZAP de la matinée. Merci beaucoup. Merci.